Non, ton truc de Coca-Cola. Voilà, tu m'appelles ça avec moi. Oui, le résumé que j'ai fait tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Non, c'est. C'est sûr. Si, si, non. Alors, toi. Non, c'est un papier. Celui-là. Ok. Attends, je vais le mettre et je le mets sur ton truc. Parce que Je vais essayer de faire le mien. Alors, mets les livres comme ça. Comme ça, tu peux bloquer ton papier. Vas-y, prends ça là. Où elle est, Rivka? Rivka, elle est là? Ouais, bah ouais, quand même. Je voudrais qu'elle soit là. Ah, qu'elle écoute? Bah ouais. Parce que mec, tu viens? Alors. Non, Ok. déjà. C'est le Masgan, il fait très chaud là. Il est en direct. Tu mets ta description et après tu dis speed dating, Jérusalem. Ok. Alors bon, désolé pour le retard, on vient de Natania, c'est un petit peu compliqué. On s'est retrouvé chez nos amis. J'ai mis une mauvaise adresse. Vous m'entendez bien ou pas? Vous avez pas chaud là? Il fait très très chaud. D'abord, elle est où? Rivka, elle est repartie encore? Ok, alors je vais présenter un petit peu le projet. Je vais quand même remercier Rivka, elle est repartie dans les jardins qu'elle arrive quand même. Rivka, reviens. Rivka, Reste ici maintenant. on a besoin de toi là, il faut que tu restes avec nous là. Ok, alors d'abord la première chose, d'abord je voudrais remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir mis dans la tête ce projet là. Je vais expliquer tout de suite quoi, quand, comment. Et surtout, voilà, et surtout, je voudrais qu'on applaudisse Rivka. On va le dire rapidement, plein de recettes, elles les ont toujours ouvertes. Et tu portes bien ton prénom, Rivka. Elle a été hyper rapide. Quand tu m'as contacté dimanche, lundi? Ouais, samedi soir. En fait, on avait lancé ce projet à Natania il y a à peu près 2-3 mois. On a fait 18-30, après on a fait 30-50. Et Rivka m'a dit, Myriam, je t'en supplie, il faut vraiment venir sur Yerushalayim, il y a de la demande. Et la vérité, si elle n'avait pas un petit peu boosté, on ne serait pas là ce soir. Donc vraiment, on peut l'applaudir. Et Bezrat Hashem, que ça touche toutes les portes. Et voilà, Bezrat Hashem. Alors, j'ai juste un petit peu expliqué. Ce projet, en fait, on l'a fait pourquoi? Parce que mon mari et moi, on a vécu un divorce et un remariage. Ok? Moi, j'ai été mariée 28 ans. Mon mari a été marié 22 ans. Et ce qui n'est pas facile, quand tu as été mariée aussi longtemps, de te marier, de divorcer, de retrouver à te marier, tu as peur sur quoi tu vas tomber, qu'est-ce que tu vas trouver, surtout que tu entends, surtout sur le marché, il y a plein de cas sociaux, d'accord, les trucs, on va en parler ce soir, et tu as peur, en fait, tu sais pas où tu vas atterrir. Et en fait, le jour où on s'est remariés, je lui ai proposé de me suivre dans mes plans un petit peu foufou, c'est-à-dire, je me suis toujours, ça fait 15 ans que je donne des cours de Torah, ça fait 15 ans que je suis Madrichat Kala, je fais des cours un petit peu partout et je lui ai proposé en fait qu'on se serve de notre expérience pour la partager avec les autres. Parce qu'on sait c'est quoi la solitude. Pour quelqu'un qui s'est jamais marié, quelqu'un qui a été marié, qui se retrouve divorcé et qui veut se remarier. Maintenant, au Hachem, il y a plein de têtes que je connais déjà, dont Michael, que j'ai eu le plaisir de connaître, vraiment un garçon extrêmement gentil. Je ne fais pas de pub, c'est pas le but, je vous rassure tout de suite. Il y a Yoel, aussi Yoel Khalifa, que au Hachem, il a travaillé avec nous pendant très longtemps avec mon ex-mari. Et garçon d'une gentillesse et d'une serviabilité incroyable. Sidney, que je connais aussi, qui était au restaurant tous les jours aussi avec nous. Et ça me fait bizarre parce que certainement il y a des personnes que j'ai oubliées. Et ça me fait bizarre de me retrouver à donner cours avec mon nouveau mari, avec des gens que j'ai connus avec mon ex-mari. Mais le message que je veux faire passer, c'est que la vie, elle continue. Il faut rebondir, il faut avancer. Il faut savoir une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour chacun et chacune ce qu'il y a de meilleur. Et il faut y croire. Je vais d'abord laisser mon mari démarrer. Après, j'enchaînerai sur ma partie à moi. Et après, Bezrat Hashem, on va faire le speed dating. Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que le but de cette soirée, c'est que tout le monde soit très sérieux. Alors quand à la fin, on va se retrouver qu'il y ait une fille et un garçon dans chaque table, faites en sorte de ne pas laisser une fille toute seule ou un garçon tout seul, parce qu'il y a des fois, on a tendance à juger par rapport à l'extériorité. Or, on ne sait pas en vrai
Parfois, on a tendance à juger une personne dans son sexualité, mais parfois, elle dégage un chen, un charme. Et puis, l'homme échané, elle me plaît pas. On tourne, on regarde, et puis on ne sait pas ce qu'Hachem il a prévu. D'accord? Je ne peux pas raconter maintenant notre mariage, mais ça a été complètement, j'ai refusé 4 fois. Et bien, ça, Hachem, il a fait en sorte que, Herchéou, on s'est rencontrés. D'accord? On ne sait pas comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. La deuxième chose que je voudrais dire, quand il y a eu un divorce, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'ex-conjoint, parfois, si on va prendre des renseignements, parfois, on n'est pas toujours très bienveillant quand on va dire ce qui s'est passé. Seulement, chacun, il a sa manière de voir les choses. Et on doit toujours entendre les deux côtés. On ne doit jamais juger par rapport à ce qu'une personne, elle dit, parce que chacun l'a vécu de l'intérieur, avec ses yeux à lui, avec son expérience de vie à lui. Et troisièmement, malheureusement, très souvent, quand on veut présenter quelqu'un, c'est par rapport à une photo. Aujourd'hui, tout marche par photo. On ne veut pas voir une personne si on n'a pas vu sa photo. Parfois, si on veut prendre une photo, allez chez Mickaël, il vous fera une très belle photo. Et en vrai, ça veut rien dire parce que parfois, les photos, elles sont filtrées. Moi, je l'ai vu parce que j'ai fait quand même plusieurs shidduchim avant de rencontrer mon mari. Et parfois, tu vas rencontrer une personne, tu as l'impression sur la photo, c'est waouh. Et quand tu le vois en vrai, ben, c'est pas ça du tout. C'est filtré, c'est retouché, c'est vrai. Et parfois, des gens que tu vas voir sur la photo qui paraissent moyens, quand tu le connais vraiment, ben, y a autre chose qui se dégage de cette personne-là. Donc voilà, c'est déjà les premiers points que je voulais exposer. Ensuite, voilà, je vais laisser la place à mon mari. Vas-y, à toi. Attends. Bonsoir à tous. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit mon épouse, la rabbinite Myriam, mais l'intérêt de ces rencontres, alors c'est la 3e fois que nous intervenons depuis le début de notre projet. On est déjà intervenu 2 fois dans le cadre de ma Keila, dans ma communauté à Amit, à Natania. On a fait 2 tranches d'âge déjà, moins de 30 ans et de 30 à 50. Et là, c'est la 3e fois que nous assistons à ce genre de réunion, et dont le but est tout simplement d'aider, simplement parce que trouver des solutions, c'est pas nous qui trouvons des solutions pour les autres, c'est simplement là pour essayer de montrer où est la porte de sortie, à droite, à gauche, et puis après chacun peut la prendre ou ne pas la prendre. L'intérêt, c'est que d'essayer donc de se servir de notre expérience à Myriam et à moi, personnelle, qui a fait que, sauf on s'est rencontrés. Sauf on s'est rencontrés, alors que rien ne prédestinait notre rencontre, du tout. Et effectivement, on a ressenti, nous, dans cette manière cette façon d'être, cette façon de faire, une véritable siyata d'Ishmaya, c'est-à-dire une véritable intervention divine dans cette rencontre-là. Et quand on se penche dans les textes de la Torah, en réalité, il y a la pub de Kalita, qui n'est pas de très bonne qualité. C'est pas grave. Au pire, elle tombe. Hein. C'est pas grave. Et donc, quand on se penche dans les textes de la Torah, on peut glaner une masse d'informations exceptionnelles, extraordinaires, concernant notre devenir en tant que célibataire, mais aussi en tant qu'homme marié, et ce qu'on nous attend, ce qu'Hachem attend de nous, et ce que on devrait nous attendre, ce que le conjoint devrait s'attendre de nous lorsqu'on va se marier. Alors, on introduit toujours ce genre de rencontre par un Dvar Torah, c'est un shiur avant tout, c'est un cours dans lesquels je vais donner énormément d'informations qu'on va essayer de développer tout au long de la soirée pour dans le domaine privé, dans le domaine de la pratique. Alors, on a lu la paracha de Yitro. Alors, tout le monde sait qu'avant que Yitro soit une fête de garçons, Yitro, c'était un personnage de la Torah. C'était le beau-père de Moshe. Et la paracha de la semaine dernière, elle commence par les mots suivants. Vaishma Yitro.
il a entendu Yitro. Il a entendu quoi? Vaishma Yitro, il a entendu, on ne sait pas ce que le texte ne nous dit pas, ce qu'il a entendu. Bon, il y a des commentaires qui disent qu'il a entendu que la mer s'est ouverte devant les bénis Israël, qu'il y a eu la guerre contre Amalek. Mais en tout cas, il y a des événements qui sortent de l'ordinaire qui ont fait que Yitro a entendu des choses qui a fait qu'il a bougé. Il a décidé de se convertir. Alors que c'est un goy, Yitro. Et c'est pas n'importe quel goy. Le texte dit que c'était un prêtre de Midian, c'est-à-dire c'était un curé, quoi. C'était un curé. Et les chachamim, les commentateurs disent, mais je comprends pas, Yitro, il n'était pas le seul à avoir entendu ce qu'il a entendu. Dans la Shiratayam, on dit, Shameu ami mirgazoun helaraz yosh vepelachet. On voit que tous les peuples, les peuplades ont entendu la guerre de Amalek, et ont entendu que la mer s'est séparée en deux devant les bénis Israël, et qu'ils sont sortis d'Égypte avec une main étendue, etc. Pourquoi Yitro s'est converti et tous les autres peuples du monde ne sont pas convertis pour autant? Pourquoi Yitro? Et c'est une question en réalité qui devrait nous interpeller, puisque pourquoi il y a des gens pour qui des événements ça les fait bouger et d'autres personnes ça ne les fait pas bouger pour autant? Et en fait, Yitro, pour pouvoir écouter cet événement-là, il faut d'abord être à l'écoute. On ne peut pas entendre, parce que, vous savez, on est dans l'ère de l'information aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des informations continues, ok? Et une information, aussi choquante qu'elle soit, chasse la précédente. Elle chasse. Ça veut dire que la nouvelle fait qu'on oublie celle qui était passée avant. On est tellement noyé dans le domaine de l'information que on n'a plus le temps de s'arrêter, d'analyser et d'écouter l'information. Parce que tout va trop vite. Aujourd'hui, tout va trop vite. Or, Yitro, à la différence des autres, il s'est arrêté et il a pris il s'est dit, il faut que j'écoute ce qui se passe autour de moi. Être à l'écoute, ça c'est la première chose. Mais une fois qu'on est à l'écoute, c'est pas fini. C'est bien d'être à l'écoute des événements bizarres ou des événements qui pourraient faire que je change, mais pour que je puisse changer, pour que c'est un impact sur moi, il faut que je sois à l'écoute. C'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est de se sentir concerné. Est-ce que Yitro, par sa nature, devait se sentir concerné par la sortie d'Égypte, par la séparation de la mer et la guerre d'Amalek? A priori, pas du tout. Rien ne laissait présager qu'Yitro, ces événements-là devaient le sentir concerné. Et pourtant, cet événement qui a priori est extérieur à lui, ok, a fait qu'il s'est senti concerné. Donc il s'est mis à l'écoute, il était à l'écoute, donc ouvert à l'extérieur, pas seulement dans son carcan, pas seulement dans son précaré, mais il s'est ouvert, il a laissé ouvert ses oreilles vers l'extérieur. Deuxièmement, il s'est senti concerné. Et surtout, troisièmement, il est parti. Il a tout laissé tomber. Il a laissé tomber son tafkid. Il a laissé tomber sa mission. Sa mission était prêtre de Midian. Alors il faisait de la vodazara. Bon, c'était un grand rabbin chez les goïms, on va dire. Mais c'est pas évident de quitter son tafkid, son précaré, son domaine de confort, pour se mettre en déséquilibre et aller se convertir vers un peuple que je ne connais pas. Enfin, Yitro apparemment ne connaît personne là-bas, et il décide d'aller à la rencontre de Moshe et de ce peuple pour se convertir, quitte à ce que son passé lui jette des pierres. Les personnes qu'il a rencontrées avant lui jettent des pierres. Il dit non, je vais me lancer vers quelque chose qui est en accord avec mon idéal. Voilà pourquoi Yitro bouge. Alors trois étapes: être à l'écoute, se sentir concerné et surtout agir. Agir, l'action, c'est quelque chose de très très important. Si jamais on n'agit pas une fois qu'on s'est mis à l'écoute de quelque chose et qu'on s'est senti concerné, alors c'est une information qui passe comme une autre. Comme les informations, par exemple, on va prendre l'exemple des attentats, par exemple. Un attentat, on l'entend, on est à l'écoute,
ça nous concerne, on se sent concerné, mais on ne bouge pas pour autant. Donc c'est une information qui passe, et on attend, lo alenu, hazve shalom, une autre histoire qui va venir derrière. Mais les histoires, elles viennent une derrière l'autre, et on ne change pas pour autant. On n'agit pas pour autant. Et pourtant, Matan Torah, vous savez qu'il y a deux montagnes. La montagne où le peuple juif il a reçu la Torah, c'est le Har Sinaï. Le Beth Amikdash, il était posé sur le mont Moria, Ara Moria. Laquelle des deux montagnes est Kadosh? Et laquelle des deux n'est pas Kadosh? Hein? Ara Moria, il est Kadosh. Le mont Moria, il est saint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le Beth Amikdash n'est plus, qui sera bientôt Bezat Hashem, on n'a pas le droit de faire un tioul dans cette montagne. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se balader là-bas. Aujourd'hui, on peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un endroit tellement saint qu'il n'accepte pas l'état. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de Touma et Tahara, mais on ne peut pas aujourd'hui rentrer parce que c'est un espace kadosh. À côté de ça, le mont Sinaï, si tant est qu'on sache où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire des tioulim sur le Har Sinaï aujourd'hui? On pourrait. Et pourtant, c'est l'endroit où Hachem est descendu et il a donné la Torah au Ham Israël, qui lui-même est censé le transmettre à l'humanité tout entière. Donc il s'est révélé quelque part à l'humanité tout entière, à Kadosh Baruch Hu, sur cette montagne. Et pourtant aujourd'hui, j'ai le droit de faire du tioul là-bas. Il n'y a pas de Gdusha. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Har Moria est Kadosh jusqu'à aujourd'hui et Har Sinaï n'est pas Kadosh? La différence c'est que le jour de Matan Torah, le peuple juif devant Matan Torah était passif. On a reçu la Torah, c'est Matana, un don du ciel qui vient pour le peuple du monde, pour Akadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël et pour l'humanité tout entière. Tandis que Har Moria, pourquoi cette montagne est Kadosh jusqu'à aujourd'hui? Parce que ce jour-là, Abraham Avinu, il a pris son fils Yitzhak. Alors on va pas tuer son fils, hein, on n'a pas dit ça. Mais il s'est mis en déséquilibre total. Ce fils de la promesse divine qui consistait à dire qui Ikar Elecha Zara, c'est Yitzhak qui sera ta descendance. C'est Yitzhak qui va continuer ton combat. Hachem lui promet ça à Abraham Avinu. Et il lui dit du jour au lendemain, tu vas à Har Moria et tu vas me l'amener en sacrifice. Abraham Avinu, il prend son fils, il va l'amener en sacrifice. Il a fait une action. Il a fait une action qui est non seulement dangereuse, mais une action qui va le déséquilibrer. Une action qui va le changer. Ce déséquilibre-là va le changer, non seulement lui, mais toute l'humanité tout entière. Il a une portée universelle, l'action d'Abraham Avinu. Pourquoi? Il était à l'écoute d'Hachem, il s'est senti concerné et il a agi. Comme ici, Yitro. Et donc on voit ici que l'action, elle est fondamentale. Alors pourquoi c'est quoi la différence entre agir tout de suite, agir très vite, agir, prendre l'événement, mamache au vol et ne pas le laisser passer, et le laisser passer. On est à l'écoute et pourtant ça change rien. Alors pour là-dessus, il y a plein de machalim, il y a des histoires. Pour comprendre cette histoire-là, cette différence-là entre celui qui agit et celui qui n'agit pas, en fait, souvent, comme par exemple quelqu'un qui fume, par exemple. Il fume. Il sait très bien que la cigarette est mauvaise pour la santé. Mais il ne peut pas s'empêcher de fumer. Jusqu'au jour où il va chez le docteur, et le docteur lui dit il faut absolument que vous fassiez des examens. Ouais. Le jour où on lui ramène les examens, on lui dit, vous savez monsieur, si vous n'arrêtez pas de fumer, je ne vous donne pas plus que 6 mois. Là, je vous garantis, il va arrêter de fumer. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Jusqu'à présent, il savait très bien que c'était contre sa santé. Mais il a fallu que le médecin lui dise que sa vie, il est en train de raccourcir sa vie, et que sa vie est en danger pour qu'il s'arrête de fumer. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre je sais qu'il faut que j'arrête et je suis obligé d'arrêter. Il y a une très grande différence. Donc, c'est l'action immédiate, lorsque je suis il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer autour de moi, ok?
elle est fondamentale pour que je puisse, mamash, arriver à passer d'un état à l'autre. Alors maintenant, je vais terminer juste parce que je sais que Ramani, tu as beaucoup de choses à dire aussi. Sur l'action immédiate. Juste une histoire, juste encore une dernière chose du Tanar. Bonjour. Du Tanar. Vous savez qu'à Shavuot, on lit la Megillat Ruth. Juste pour vous montrer l'intérêt, l'importance de ne pas, je vais dire un gros mot là, un grand mot, mais on va expliquer. Importance de ne pas procrastiner. Vous savez ce que c'est le mot procrastiner? Procrastiner, ça veut dire laisser passer les choses, on verra. On laisse passer on met les dossiers en suspens, et puis après on verra. Donc on laisse passer des histoires, on laisse passer beaucoup d'événements autour de nous. Et dommage, parce que des fois on laisse passer des événements qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. En fait, c'est des flashs qui attendent qui fait que Hachem il attend de nous un changement. Et nous on procrastine. On attend. Pour montrer l'importance de ne pas procrastiner, tout le monde connaît l'histoire de Ruth. Ruth à Moavia, qui va donner plus tard David Améler. David Améler qui donnera plus tard le Mashiach. Vous savez que Ruth à Moavia, quand elle s'était mariée avec un Moab, avec un Israélite. Non, avec Israël, Machlon et Kilion. Il y avait Ruth à Moavia et Orpa qui étaient mariés avec Machlon et Kilion, eux-mêmes fils de Elimelech. Elimelech, lui, qui habitait en Eretz Israël, a décidé de quitter Eretz Israël pour fuir un petit peu la situation économique, puisque beaucoup de gens le sollicitaient pour la parnassa, puisqu'il y avait un problème de famine à l'époque. Et donc, ils se retrouvent, Machlon et Kilion et Elimelech, tous les trois décèdent, se retrouvent Naomi, Ruth et Orpa, toutes les trois veuves. Ruth et Orpa sont des filles de Moab, elles ne sont pas des Israélites, ils ne sont pas des Juifs. Naomi est des Juifs. Ruth, comme Yitro, ici, décide de se convertir. Orpa décide de retourner chez elle. Maintenant, Ruth est très pauvre, Naomi est très pauvre, ils étaient très riches au début, ils se deviennent très démunis totalement. Ils reviennent en Eretz Israël, et là ils font la rencontre d'un monsieur très riche à l'époque, qui était l'autorité de l'époque, qui s'appelle Boaz. Boaz, qui lui-même, son épouse, était parti aussi. Donc il était veuf. Ok. Je raccourcis l'histoire. Naomi dit à Ruth, il faut absolument que tu te maries avec Boaz. Il faut que tu trouves le moyen de te marier avec Boaz. Elle va voir Boaz, la situation elle était en train de glaner un peu du blé, etc. Et Boaz se rend compte que effectivement il faut absolument que ce soit, mais elle est promise normalement à... Non, il y avait une shéla qui se posait. La question c'est, est-ce que les Moavim ont le droit de se convertir ou pas à la religion juive? Parce que dans la Torah il y a marqué que les gens de Moab, il est formellement interdit, leur conversion n'était pas reconnue. Leur conversion de Moab n'est pas reconnue. La question c'est, est-ce que ça concerne aussi les femmes? Cette question-là, quand quelqu'un y va à l'administration, en général, le paquet, il vient lui dire, oh, écoute, on s'occupe de toi. D'accord? On s'occupe de toi. En général, on ne s'occupe pas de toi. T'as beau écouter, t'as beau les appeler 2 semaines, 3 semaines après, ton dossier, il passe pas. Cette question-là, Boaz, il n'a pas du tout procrastiné. Il a attendu, il a laissé le soir même. Il a convoqué pour le lendemain matin le Sanhédrin, etc., pour pouvoir traiter de la question et pour savoir s'il pouvait épouser Ruth ou pas. La question a été tranchée. Ruth, elle est convertie, sa conversion est reconnue. Il s'est marié avec elle, il a passé la nuit avec elle, elle est tombée enceinte de Boaz. Le lendemain matin, Boaz, il décède. Mais Ruth est enceinte. Est enceinte de Oved qui va donner Ishaï qui va donner David qui va donner beaucoup plus tard le Mashiach. Imaginez un instant si Boaz avait procrastiné et il serait mort sans avoir la possibilité d'avoir une descendance.
Donc l'importance ici, donc on voit ici, dans le cadre d'un mariage comme de Boaz et de Ruth, on voit aussi l'importance de ne pas procrastiner, d'être à l'écoute, donc je répète, d'être à l'écoute, de se sentir concerné. Ça c'est avant le mariage, pendant le mariage et tout au long du mariage jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, être à l'écoute, se sentir concerné sur ce qui est en train de se passer et surtout l'action sans attendre, voilà, pour le début en tout cas, l'introduction du Dvar Torah. Merci beaucoup. Razak. Ok, alors je rebondis sur ce que Laura Frame il a dit. Alors moi ça va être autre chose complètement, mais ça va rejoindre un peu ce qu'il a apporté comme promère là maintenant. En fin de compte, pourquoi se remarier? Pourquoi se marier tout court? Quand on entend tout ce qu'on entend, la vérité, des fois les gens ils te disent en même temps j'ai pas envie de rester seule. Si tu n'avais pas un peu les lois de la Torah qui viennent, qui te rendent dans une misguérette, où tu es obligé de rentrer sous la choupa Kedat Moshe Israël, parce que tu peux pas vivre comme ça. Un jour j'avais une conversation avec le Rav David Tutou, et il m'avait dit, a priori, pourquoi se marier? Et il me disait, moi j'ai un copain, il vit à Tel Aviv, il kiffe les boîtes de nuit, des trucs, les soirées. C'est vrai, pourquoi tu rentres avec une fille, elle va te galérer, elle va te saouler, ou avec un bonhomme qui te prend la tête, tu m'as pas fait à manger, tu m'as fait à manger, tu m'as pas fait lessive, qu'est-ce que tu m'as fait à Shabbat, tu m'as pas fait manger à Shabbat, ma famille, ta belle-mère, franchement pourquoi? La vérité, honnêtement, c'est une vraie prise de tête, quoi, entre vous et moi. Et en vrai, le mariage, alors il y en a qui vont dire c'est partager les rasrotes qu'on n'aurait pas eu si on était seul. Il y en a qui vont vous dire c'est partager des joies qu'on n'aurait pas eu si on était seul. Il y a des joies qu'on peut vivre seul et il y a des joies qu'on ne peut pas vivre tout seul. On a besoin de partager. L'être humain, il a besoin de donner. L'être humain, il a besoin de donner, il a besoin aussi de recevoir. Un homme, quand je parle d'homme, c'est Adam, homme, femme. Il a besoin d'aimer, il a besoin d'être aimé. On a toutes et tous besoin d'être aimés, on a tous besoin d'aimer. Celui qui dit j'ai pas besoin d'aimer, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que quand je vais me marier et que je cherche mon âme sœur, c'est pour être aimé tout simplement, ou c'est parce que aussi j'ai de quoi donner, j'ai envie de donner? Est-ce que quand je me retrouve toute seule avec moi-même, je suis quelqu'un de sympathique, je suis agréable à vivre, ma présence, moi, toute seule, face à moi-même, elle est sympa, ou c'est aimez-moi à tout prix? Quand on arrive au stade aimez-moi à tout prix, c'est dangereux. Quand c'est aimez-moi à tout prix, en général, on risque de tomber sur tout et n'importe quoi, d'accord? Je dois être capable de me retrouver, moi, par exemple, j'avais expliqué l'année dernière, quand j'ai passé 1 an et demi seule, c'est difficile après 28 ans de mariage, quand tu t'es marié à 17 ans et que tu as toujours vécu en couple, que du jour au lendemain, c'est le vide, c'est le passage à vide, mais total. Au début, tu as vite envie de te refaire ta vie, ou il y en a qui te disent, mais vas-y, prends ton temps. La peur, c'est la peur, tu te retrouves seule, tu te lèves seule, tu dors seule. Moi, mes enfants, ils sont grands, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis retrouvée plusieurs fois, j'ai fait des voyages seule, je suis partie seule. Il y en a qui me disent, mais t'as pas l'angoisse de partir seule? Je suis partie 5 jours à Eilat, 2 fois toute seule. On me dit, mais quoi, seule, toute seule? Oui, toute seule. Parce que si je suis pas capable d'être seule avec moi-même, comment je pourrais bien vivre avec quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que quand je vais rencontrer la personne avec qui je veux passer ma vie, avec qui je veux donner, avec qui je veux partager, d'abord, est-ce que je suis bien avec moi-même? D'accord? C'est pas aime-moi à tout prix, parce que si tu m'aimes pas à tout prix, je suis perdue, pas du tout. Je suis bien seule, il y a moi, il y a mon mari et il y a nous. D'accord? Et le nous, en fait, il peut bien exister si moi, j'existe bien seule, et si mon mari, il existe bien seul. Et en vrai, c'est juste une hashlama, c'est juste une complémentarité. C'est pas, tu vas pas venir combler des manques que j'ai ou des vides que j'ai. Et très souvent, quand on se marie, qu'on le veuille ou pas, on essaye de chercher un manque. Et c'est pour ça que parfois, on essaye de combler quelque chose. Et c'est souvent pour ça qu'on fait des mauvais choix. Alors, déjà, un exercice que je vous donnerai à faire, chez vous, tout seul. Peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être pas. Mais c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'était la première sikha qu'on avait eue dans le premier shidour. C'est que moi, par exemple, j'avais noté tout ce que je voulais. D'abord, il faut noter tout ce que vous voulez pas et tout ce que vous voulez plus jamais. Pour ceux qui n'ont jamais été mariés, en tout cas, tout ce que vous ne voulez pas, ce que vous pensez ne pas vouloir. Pour ceux qui ont déjà été mariés, qui ont mal vécu parfois des expériences de vie, ce que vous ne voulez plus jamais. Maintenant, on ne va pas se concentrer sur ça, parce que quand on se concentre sur ça, généralement, on attire exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est un classique. J'ai parlé encore avec une femme ce matin au téléphone, elle m'a dit « Je n'attire que des cas sociaux. Je ne comprends pas pourquoi. » Alors, quand tu as en plus expérimenté plusieurs rencontres parfois qui ont été très, très négatives, forcément, ça
ça s'imprime dans ton inconscient. Et forcément, d'ailleurs c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit, j'ai l'impression qu'Hachem il veut me punir. J'ai l'impression qu'Hachem, je suis pas réouïa, je suis pas digne de recevoir quelqu'un de bien. Ben, si je vais avec ce qu'on appelle une Emouna Magbila, une croyance limitante, c'est évident que je vais attirer une mauvaise personne. Maintenant, quand on a expérimenté des shidurim ou des rencontres qui ont été néfastes, moi c'est un conseil que je vous donne, quand ça arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, même deux fois, trois fois, et qu'on a attiré les mêmes personnes, parfois je pense qu'il faut avoir l'humilité d'aller voir quelqu'un et de se poser peut-être la question. Alors il y a être à l'écoute de l'autre, mais il y a être déjà à l'écoute de soi-même. Venez, il y a encore des chaises. Il faut être à l'écoute de soi-même et parfois avoir l'humilité d'aller voir quelqu'un et de se dire, bah, peut-être que je bloque, peut-être que je sais pas, peut-être que je sais pas, peut-être que j'ai peur, j'ai envie de me marier, mais peut-être que j'ai peur, parce qu'il y a des fois on veut se marier, mais peut-être qu'on a peur. Et parfois il faut avoir l'humilité d'aller voir des personnes qui vont nous aider et qui sont spécialisées dans ça. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, c'est pas grave. Moi je vous dis honnêtement, et j'ai pas honte de le dire, c'est qu'après mon divorce, et pourtant moi-même je m'occupe de couple, et je suis Madrichat Kala depuis plus de 12 ans, je suis partie voir quelqu'un pour pouvoir débloquer mes peurs, parce que forcément tu peux le prendre comme un échec, 28 ans de mariage qui aboutit par un divorce, mais moi je ne le prends pas du tout comme un échec, je le prends comme un tremplin, je le prends comme une expérience de vie de 28 ans qui m'a permis d'avoir 6 enfants et des petits-enfants, et de recommencer ma vie. Une autre chose qui est très importante quand on a divorcé, c'est de pardonner. Si je ne pardonne pas mon conjoint, c'est très compliqué de se remarier aussi. Alors, il y a un tas à lire. On ne peut pas pardonner du jour au lendemain. On a notre part de responsabilité. Si je pense que mon ex-mari, il avait 100% de tort, j'ai un problème. D'accord? J'ai aussi ma part de responsabilité. L'homme échané, qui, quoi, où, l'homme échané, c'est pas important. Et troisièmement aussi, qui est très important, c'est que je me rends compte même quand je prends des couples en tipoule, c'est parfois, c'est pas des problèmes de Shalom Bayit qu'il y a. C'est des problèmes que nous-mêmes, on n'a pas réglés avec nous-mêmes depuis notre jeunesse. Parfois avec notre père, avec notre mère, avec un échec amoureux, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un échec amoureux. Ouais, on a eu un échec amoureux et qu'on n'a pas guéri de ça. Et en fin de compte, on est toujours resté coincé là-bas. Et en fin de compte, on ne peut pas avancer. Donc, pardonner, même si on n'a pas été marié, parfois pardonner. Quand on est macpite sur un ancien conjoint, on a été fiancé par exemple, et l'autre il nous a laissé tomber à la dernière minute, c'est le naïm, c'est pas un kiff, on se sent pas bien, ça nous casse de notre bitachon atzmi. Moi la première, je vous dis franchement, après mon divorce, j'étais complètement cassée au niveau de mon bitachon atzmi, parce que tu te poses 1 milliard de questions, et puis après tu rebondis, et puis après tu fais la part des choses, et pour ça parfois on a besoin d'être aidé. Et les EBCD Gamour, d'accord, j'ai moi-même assisté à des rencontres comme ça, et Michael il le sait, puisqu'on s'est retrouvés parfois dans des mêmes groupes, et c'est bizarre. Et c'est bizarre parce que tu te dis... et d'ailleurs, je voudrais vous féliciter. Parce que c'est pas évident de venir et de se dire encore qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Ça va, qu'est-ce qu'ils vont nous truquer, encore un speed dating. Moi, il y en a plein qui m'ont dit non, t'es gentil si tu penses à moi. Enfin, j'en ai 30 qui m'ont dit si tu penses à moi, oui. Alors attendez 2 secondes. Toi, peut-être que tu conviens avec la fille que... Non, comme il a dit, le Rav Koskas, parfois il faut se lancer. Parfois, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et je voudrais aussi, à la derrière, remercier les bureaux de Kalita qui nous ont prêté la salle. D'accord, assez rapidement, il faut quand même les remercier. Une autre chose qui est aussi très importante, quand je me présente à une rencontre, est-ce que je suis quelqu'un de vivante? Est-ce que je suis quelqu'un de sympathique? Est-ce que j'ai quelque chose à apporter? Ou est-ce que j'attends que de mon conjoint? Ou est-ce que je pense que, en fin de compte, moi-même je suis un cas social et que, avec le nombre de shidurim que j'ai fait, qui va bien vouloir de moi? Parfois ça arrive. Tu te poses des questions, tu te dis, en fin de compte, peut-être personne ne voudra de moi. J'ai fait, on m'a refusé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors je vais extrapoler, je vais donner le cas d'Edison. Il a essayé 9999 fois l'essai de la menorah, d'accord, de l'ampoule. Et on lui a dit, mais tu n'en as pas marre d'échouer? Il a dit, je n'ai jamais échoué, j'ai expérimenté. Et parfois, Rabbi Nachman il dit, pour trouver le bon zivug, il faut expérimenter. Mais on doit être ma'amine que chaque zivug qu'on va rencontrer, il va m'amener au prochain. Mais il faut y croire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord, prenez une feuille de papier chez vous, prenez le temps de le faire et notez tout ce que vous ne voulez plus jamais, jamais dans vos rencontres. Deuxièmement, vous allez prendre cette feuille de papier, vous allez prendre une autre feuille de papier et vous allez noter à l'inverse ce que vous voulez.
Par exemple, je ne veux pas quelqu'un de colérique. Je ne veux surtout pas quelqu'un de colérique. 99% de chances que tu vas tomber sur quelqu'un de colérique. Ce que tu veux, c'est quelqu'un de calme. Alors tu dis, oui, mais Hachem, il sait ce que je veux. Non. Hachem, il sait ce que tu veux, mais Hachem, il veut que toi, tu saches ce que tu veux pour attirer la bonne personne. C'est très important de faire le bureau de ce qu'on veut pour attirer la bonne personne. Et de marquer dans les détails. Alors, c'était le premier doucière qu'on a eu à la première rencontre. Moi, il m'a dit, moi, j'ai été Zorem, je ne savais pas trop, je ne me suis pas fermée, parce que moi, j'ai été sa première rencontre. Moi, j'ai fait d'autres Shidduchim avant. Et moi, j'ai été dans le détail. Après, je ne viens pas avec ma feuille, je me dis, attends, est-ce qu'il remplit les cases? Donc, j'ai noté exactement tout ce que je voulais, ce que je recherchais chez un homme. Après, est-ce que mon mari l'a rempli dans toutes les cases? Non. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que parfois il y a des choses aussi qu'on ne doit pas faire de pcharotes dessus. Comment on dit des pcharotes de compromis. Voilà, de compromis. Il y a des choses, il faut faire des compromis. Il y a des choses, on ne doit pas faire de compromis. Jamais, du tout. Et ça, personne ne pourra vous dire les choses sur lesquelles ça va, t'es trop compliqué, franchement, à ton âge, il faut peut-être être un petit peu plus souple, d'accord? Il faut un petit peu plus être gmisha, être un petit peu plus souple. Il y a des domaines, je vous dirais oui, c'est vrai, et il y a des domaines, je vous dirais non. Par exemple, je m'intéresse aux hommes, particulièrement. Si c'est important pour vous d'avoir une femme qui fait Tarat HaMishpacha, Shabbat et la Tzniut, parfois, par un petit peu, le mot il est un peu lourd, mais désespoir, t'en as un peu ras-le-bol, tu t'es dit, bon, c'est pas très grave. Sauf que la femme, c'est le yesod de la maison. La femme, c'est Aïkar chez la Baït. Et parfois, il rolaliot Aïkar, l'essentiel, où la Akor est à Baït. Déraciner sa maison. Donc, si pour toi, monsieur, c'est très important, tu ne peux pas faire de pchara sur ça. Parce que c'est la future maman de tes enfants. Il y en a pour qui c'est moins important. Parfois, le contraire. Parfois, c'est plus facile quand la femme, elle est Me'on Mot Razaka et que le mari, il est un peu moins Razak. Maintenant, c'est déjà parfois compliqué de se porter soi-même, de devoir parfois porter quelqu'un d'autre. Il y a des pcharotes au niveau des midot. Moi, par exemple, je savais exactement ce que j'avais besoin. D'accord? Je le savais. Et c'était une chose. Parfois, j'ai arrêté des shidduchim. Pourtant, à 90%, tout allait bien. Mais il y avait des choses, je dis, je ne peux pas vivre avec ça. Et encore une fois, tu vas aller voir des rabbinim, tu vas aller voir des conseillers, tu vas demander à ta copine, tu vas demander à tes parents. Ils vont te dire, bon, c'est pas très grave. Non, parce que c'est toi qui vas te lever le matin avec cet homme-là. Et c'est toi qui vas te lever avec cette femme-là. Il n'y a que toi qui peux savoir. Il y a une autre chose qu'Hachem nous a donné Bematana, c'est ce qu'on appelle la trouchette béten. C'est un ressenti. Il y a des fois, vous l'avez peut-être vécu dans votre premier mariage, pour celles qui ont, en tout cas ceux ou celles qui ont été mariées. Moi, j'ai eu plein de calottes parfois qui m'ont dit, je sais pas, tu sens qu'elle n'est pas épanouie, mais c'est quoi ton ressenti? Mais je sais pas, alors pourquoi tu te maries? Je sais pas, on m'a dit que, non, c'est toi, pourquoi toi tu te maries? Et en général, quand on rentre sous la choupa et qu'on n'est pas à 100% avec les défauts et les qualités, c'est pas avec les qualités seulement, avec les défauts et les qualités, c'est-à-dire que je suis dans l'acceptation de la personne telle qu'elle est. En général, c'est un plan foireux. Je vous dis d'avance, il y a une espèce de, parfois tu rentres, tu te dis, il y a un malaise comme ça que tu n'arrives pas à définir avec des mots. C'est un ressenti, c'est une argacha, d'accord? Et parfois tu te dis, je me sens pas très bien. La présence de la personne, mais il faut être à l'écoute de ça aussi. C'est ce qu'on appelle la bina, l'intuition. Akadosh Baruch Hu nous l'a donné, il faut être à l'écoute de ça. Et parfois, ton premier ressenti quand tu vois la personne, parfois tu sens que, ouais, c'est Zoremli, c'est ça. Une autre chose, ne t'arrête jamais à une première guicha. Parfois, tu as rencontré une première personne, Zélozaram, tu te dis non, laisse tomber. À moins que vraiment, c'était pas ça du tout. Mais généralement, Moumlat, de faire 2 guichottes les fachot. Au moins 2 guichottes. Quand tu vois que la deuxième guicha, elle n'est pas bonne, alors, ok. Mais au moins 2, essaye 2. Ne te ferme pas à une guicha. Une autre chose qui est très importante, une fois que vous aurez noté tout ce que vous voulez, en positif, vous déchirez la feuille de ce que vous ne voulez pas. Et tous les jours, moi je l'ai fait pendant 1 an et demi, tous les jours, vous lisez cette feuille-là comme une fila. Merci Hachem, je me vois déjà sous la choupa avec cet homme-là, qui a telle qualité, qui est comme ci, qui est comme ça, etc.
de pouvoir avoir en chazon, c'est-à-dire de vous projeter avec la personne. Si j'arrive pas à me projeter, sous la choupa déjà, c'est plus compliqué. Si c'est un rêve qui est très 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 lointain, peut-être que ça m'arrivera ou peut-être pas. Akadosh Baruch Hu, il a prévu à chacun et à chacune la personne qu'il lui faut. Des khatanim, il en manque pas, et des calottes, il en manque pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on dit, il y a 20 garçons pour 80 filles. Je suis étonnée d'ailleurs, parce que j'ai l'impression là, il y a presque plus de garçons que de filles. C'est Nadir. Les 2 soirées qu'on a organisées à Natania, on avait 40 filles et 5 garçons. La deuxième, on a eu 40 et 15 garçons. La première, la deuxième 15, 20. On avait 40 filles. Au début, on a eu 4 inscrits et j'avais 40 filles. Je me suis dit, c'est la cata. Je me suis dit, si encore on était polygame, ça irait vite, on en prend 3 par bonheur. On dit, allez hop, toi, allez. Mais c'était pas le cas. Là, franchement, je suis hyper étonnée. Et encore une fois, je vous félicite parce que c'est pas évident de sortir de sa zone de confort. C'est pas évident de s'exposer. Je vous rassure, je filme pas. Vous serez pas sur les réseaux. C'est sur Facebook, mais vous serez pas sur les réseaux. Et c'est pas évident de sortir et de s'exposer. Moi, je me rappelle que les premières rencontres où j'ai dû, d'ailleurs c'était Yagil qui m'avait rentré dans le groupe, au début je disais non, je peux pas, en plus quand tu es une personne connue, c'est encore plus compliqué. Myriam Etoudi, qu'est-ce qu'elle fait dans le groupe? Myriam Etoudi, elle a divorcé. Myriam Etoudi, celle qui donne des cours sur les réseaux. Quoi, Myriam Etoudi, celle qui est madrata. Quoi, Myriam Etoudi qui donne des cours de Shalom Bay. Vous savez comment c'est horrible? Mais c'est horrible. Puis à un moment, tu es obligé d'aller Béanava et te dire, ben ouais, mais je suis un bel Adam. Alors quoi? Je vais aller à l'encontre de mes arachim, de mes valeurs, parce que je suis une personne connue? Ben non, au contraire. C'est-à-dire, je me dis, je dois être némana, je dois être fidèle à ce que je suis, ce que j'enseigne. Et Gvarlo Mistader, alors, Kadima, c'est comme ça. Une autre chose, quand on se présente dans un shidour, c'est vraiment des conseils que j'ai expérimentés moi-même. C'est pas toujours simple, mais parfois on fait beaucoup de cinéma. C'est normal, on vient sur simplicité. On sent déjà aussi aux premières rencontres quand c'est Zorem ou c'est pas Zorem. Parfois il y a tout de suite cette espèce de... Parfois pas tout de suite, mais parfois ça coule. Mais si tu sens que parfois tu es obligé de faire du cinéma, ça peut arriver la première rencontre, la deuxième rencontre, la troisième. En fait, t'es pas toi. Tu n'es pas toi. Tu es obligé d'être quelqu'un d'autre pour les ratsot, la personne qui est en face de toi. C'est pas bon du tout. Et parfois, ça vient pas de l'autre personne, ça vient parfois de moi. Une autre chose, alors je le dis aux filles comme aux garçons, mais plus aux garçons, la critique. On peut pas critiquer une personne dans un shidour. On peut pas, on a le droit d'avoir ses envies, on parle de soi, j'ai besoin, j'ai envie. On peut pas dire à la fille, par exemple, peut-être ça serait bien que tu perdes un petit peu de poids. Mais je rigole pas du tout, hein. Je veux pas seulement chez nous, hein. Ouais, pas seulement chez nous. Merci. au cours du mariage aussi, mais je rigole pas du tout. J'ai entendu, j'ai expérimenté. On va te mettre le pain de sac et à l'eau. En rigolant, hein, c'est très marrant, c'est super marrant. Hein? De quoi? Ni allusion, ni... C'est-à-dire que la personne, elle est telle qu'elle est. Dans l'idée, ouais. Mais où... De quoi, il sait quoi? Non, il veut faire savoir un truc. Ah, si tu veux faire savoir quelque chose? Si, d'abord, il y a des manières de le dire. Moi, la vérité, quand je veux dire quelque chose, même aujourd'hui à mon mari, d'abord je prie. C'est la première chose à dire parce qu'il y a des fois, tu veux dire quelque chose, il y a encore des places, tu vois. D'abord, je prie parce que c'est jamais évident de faire passer un message à une personne sans l'ivgoa. On arrive tous avec notre passive, on est tous parfois blessés, parfois on vient tous avec des blessures qui ne se sont pas encore cicatrisées, parfois on est encore à vif, et parfois on n'a pas envie d'entendre quoi que ce soit. Mais parfois, comme tu dis, je ne sais pas comment tu t'appelles, le méchané, numéro 20. Donc le numéro 20, ok. Il nous dit, il pose une vraie question. Comment tu vas dire si tu as quelque chose à dire? Alors déjà, je pense que au début d'un shidour, on n'a rien à dire. Je dis honnêtement, tu prends la personne comme elle est, tu peux pas. Quand on avance dans le shidour, moi aussi on a eu des différents forcément. Et puis on vient avec 28 ans de mariage, 22 ans de mariage, il y a des comparaisons,
et on ne doit pas comparer. Il y a des choses qui ressortent, il y a parfois des choses qui te ramènent à ton premier mariage. C'est compliqué. Comment... Je peux juste intervenir? Vas-y, Rien. Je m'immisce un peu dans la conversation. vas-y. Fais comme chez toi. On peut dire ce qu'on veut, mais à condition de ne pas vouloir changer le prochain. Ça veut dire, je peux pas moi me permettre. Si, d'abord, ça se sent dans le ton de la personne quand il va parler, quelle que soit la personne qui parle. Lorsqu'il a une volonté de changer la personne, ça se ressent. Et ça se prend 9 fois sur 10, pour pas dire plus, comme une critique. Or, la bicorette, d'après Rav Simcha Cohen, on peut la dire, mais la bicorette frontale est interdite. Ça veut dire, ça ne me plaît pas comment tu es, ou j'aimerais bien que tu sois autrement. Tout de suite, la personne, elle va, et c'est immanquable, hein, elle va dire, tu ne m'aimes pas tel que je suis. N'importe qui. C'est-à-dire, quand Rabbi Akiva dit ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre, c'est certainement là-dessus qu'on voit. C'est déjà au niveau de la critique. Comment le regard que l'autre a sur toi, ok? Regarde toi, tu n'aimerais pas toi que ton regard qui est porté sur l'autre ressemble au regard que tu as sur l'autre. Et donc, dès lors que un homme il a envie de modifier la personne, quel que soit dans son caractère ou dans le physique de la personne, okay, alors là ça pose problème. La bicorette elle est interdite. Maintenant, quand il s'agit d'être dans la suite du Shidour, voire dans le mariage même, il y a des fois des choses qui gênent. C'est la vérité, vraiment. Il faut les dire. Alors là-dessus, il y a plusieurs techniques. Il y a un shiur entier sur l'histoire de la bicorette, sur l'histoire de la critique. C'est un cours entier. Mais pour donner, il y a des petites clés. Toujours une mahma, toujours un compliment d'abord. On a envie de dire un truc, toujours commencer par un compliment. Dire ce qui nous gêne, et puis juste après dire un autre compliment, tiens. C'est ce qu'on appelle la technique du sandwich. D'accord? Compliment, la critique, et puis après la mahma. Et ça, c'est la mayonnaise, ouais. Ou la rissa, ça dépend d'où on vient. Alors, ça c'est après. Deuxième technique, dire ce que je ressens. Je ressens que, lorsque tu as dit telle chose, je pense que, ou alors j'ai mal compris, peut-être, j'ai compris que tu m'as dit ça et ça et ça et ça. Dire que tu es comme ça, tu es, je sais pas quoi, tu es égoïste ou tu es... Non, j'ai senti que j'étais un peu à part. Je me suis senti un petit peu de côté, mis de côté. Et là, tu n'accuses pas la personne, mais tu es en train de dévoiler, en réalité, ton fort intérieur, qui est très important en réalité. Et l'autre, en général, la personne, en général, c'est toujours des malentendus. Très, très souvent, c'est des malentendus. Ou c'est un malentendu, et à ce moment-là, elle rectifie le tir, ou alors c'est la vérité. Et à ce moment-là, il y a une explication qui peut se faire. Il y a un discours qui peut se faire. C'est très important de parler. Les daber, rien que ça. Vous savez que le tikkun haolam, il passe par le dibour. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole. On n'arrête pas de dire Aseret Adiberot, Aseret Mahamarot, on a vu les 10 commandements. On parle que de dibour. Or, on voit que le monde est créé par le dibour, et donc le tikkun passe par le dibour. Et donc, quand il y a un discours entre deux personnes qui se connaissent très peu en réalité, on a beau se rencontrer, on a beau se connaître avant le mariage, lorsqu'on se marie, en réalité, c'est quelque chose de nouveau qui vient, et donc on ne peut se connaître et se parfaire, se complémentarité que par le dibour. Voilà, c'était une parenthèse. Voilà. Merci. Voilà encore quelques petits points parce qu'il est déjà 10h15. Ouais, très... Oui, le but du couple aussi, c'est pas de nous rendre heureux. C'est pas à l'autre de nous rendre heureux. Maintenant, comment je sais si je suis bien avec quelqu'un, si j'ai envie de lui donner le meilleur de moi-même? C'est-à-dire que quand je suis avec la personne, est-ce que j'ai envie de lui donner le meilleur de moi-même? Est-ce que la personne, elle me donne envie de lui donner le meilleur de moi-même? Ça c'est hyper important. Parce qu'il y a des gens parfois, par exemple, il n'y a pas de conversation. Parfois, t'es pas pressé de l'avoir. Moi, je sais, j'ai fait des shidurim. Sympa, Hamoud, mais voilà quoi, il n'y a pas tellement de sira, c'est pas approfondi. Et encore une fois, c'est très individuel. Il n'y a pas de shidour idéal,
il n'y a pas de couple idéal, il y a notre couple à nous qu'on va créer, d'accord? Il n'y a pas de, il y a pas, et encore une fois, je crois que c'est le Maharal, il dit personne, même pas un rave, ne peut te dire si toi et elle, vous pouvez vous marier ensemble, ou elle et lui, vous pouvez vous marier ensemble. Il n'y a que toi qui peux savoir, c'est toi qui vas dormir avec elle, c'est toi qui vas dormir avec lui, c'est toi qui vas te lever, c'est toi qui vas partager ta cuisine, tes shabbatotes, tes enfants, tes joies, tes peines. Est-ce que tu as envie ou tu n'as pas envie? C'est tout. Alors moi je raconte toujours cette histoire, et des fois il faut provoquer le mazal aussi. Le mot mazal, ça vient du mot linzol, d'accord? Faire couler. Il y a marqué en mazal Israël, il n'y a pas de mazal pour Israël, et qu'on est au-dessus du mazal. La rabbinite Sarah Yosef, dans son livre La pensée positive, elle dit Meshane makom, meshane mazal. Les gens ils pensent qu'il faut aller à l'autre bout de la terre pour pouvoir changer son mazal. Pas forcément. Meshane makom, meshane mazal. Parfois ma manière de voir la vie, de voir les choses, parfois elle est complètement tordue. Parfois il faut que je fasse un switch dans ma tête et que j'essaye de voir comment j'aborde la vie, comment j'aborde. Par exemple, si je vais voir un chidour et que parfois il faut être prêt, parfois à faire, entre guillemets, j'aime pas ce mot, des mauvaises rencontres pour arriver à la bonne, mais en vrai il n'y a aucune mauvaise rencontre, il n'y a que des opportunités qui vont m'amener vers la bonne. Si je vais en me disant, c'est quoi encore ce cas social que je vais rencontrer, honnêtement, n'y allez pas. Mais mec, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que je suis méchadérette des énergies. Si je vais, je me dis, c'est quoi? L'autre, elle va sentir que t'as encore un cas social qui est venu la rencontrer. Non, quand j'y vais, je dois aller avec la Emouna. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais quand je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, 4 chidours, 15 chidours, 20 chidours, et je peux comprendre, hein, c'est compliqué. Mais quand tu vas, tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Alors, je dis, ouais, mais si je l'ai fait et que ça n'a pas marché, zélo méchané. Dis-toi, chaque fois que tu vois, cette fois, c'est la bonne. C'est quoi Mazal? Makom, Zman, la Asot. C'est le bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. Parfois, Kadosh Baruch Hu, quand on est prédisposé positivement dans sa tête, Hachem, il va nous envoyer parfois notre Mazal. Et si tu n'es pas prédisposé dans ta tête, tu es négatif dans ta tête, il va te passer sous le nez, tu ne vas même pas le voir. Mais si dans ta tête, tu te dis, à chaque seconde, à chaque moment, à chaque instant, à Kadosh Baruch Hu, il peut m'envoyer mon Mazal, Hachem, il peut me l'envoyer à un moment où vous n'allez même pas vous y attendre, de manière tout à fait improbable. Ce que je vous disais tout à l'heure, un jour je parlais avec le Rav Tutou, il m'a dit, il y a 80 filles pour 20 garçons. Sur 20 garçons, il y en a 2, il y a 18 bras cassés et 2 normaux. Je parle de personne. Hein. Alors, c'est désespérant quand on entend ça. Mais en même temps, tu te dis, quand on me disait ça, je dis, mais j'ai besoin que d'un, pas besoin de 2. Déjà, 1, ça me suffit. Et de te dire que ce 1, ce Yachid ou Miyuchad, ou cette Yachida ou Miyuchedet, elle est là dans le monde, elle t'attend. Et quand tu es prédisposé positivement dans ta tête, c'est comme la loi de l'attraction. Tu l'attires. Maintenant, comment? Ça, c'est Hachem qui gère ça. Mais par contre, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas se fermer. Il ne faut pas se fermer moi, sans rentrer dans les détails, ce que je racontais à Michael, j'étais partie à un Shabbat organisé au Parc Hôtel. Un Shabbat un peu déprimant. Je reconnais, mais j'ai dit chez Maïchtaloud. Et ma fille, celle qui est mariée, elle m'a dit, maman, t'as maman, Nouéchet, qui était désespérée d'aller dans un Shabbat comme ça. Ils avaient dit 35-55. C'est ça qu'on avait dit à Rivka, on va limiter. On s'est retrouvé avec des gens de 35-75 ans. Donc quand on a fait le speed dating, je me suis retrouvée avec des bonhommes, des Israéliens, Thémani, j'ai rien contre ça, mais de 75 ans en face de moi. Et celui qui était madrir, il disait, dis-lui comment tu vois ta vie. Je lui dis, mais je vois pas ma vie avec toi, quoi. T'as 75 ans, j'ai 46 ans. Non, en fait, je vois pas ma vie avec toi. Et franchement, c'était un peu déprimant. J'ai dit à Hachem, voilà, moi, j'ai fait ma Shtalout. Chaque personne que je rencontrais, je lui disais, les gens ne savaient pas que j'avais divorcé. Je leur disais, voilà, j'ai divorcé. Sache que je cherche à rencontrer. Ah ouais, t'as dit, ouais, parce qu'en fait, tu sais pas d'où ça va venir. Maïn Yavo Ezri. Et en sortant de ce Shabbat, j'ai rencontré mon mari. Je suis sortie un peu désespérée de ce Shabbat, je reconnais. J'ai dit à Hachem, mais quoi, d'où? Maïn Yavo Ezri, Ezri Maïm Hachem. D'où ça va venir? Tu laisses faire Hachem. En sortant du Shabbat, j'ai rencontré mon mari. D'accord? Il faut laisser la place à Hachem par contre à 100%. C'est-à-dire, tu fais ta Ishtadlout. C'est quoi la limite de la Ishtadlout? Quand ça commence à te rentrer dans une dépression, quand ça commence à te rentrer dans une tristesse, quand ça commence à te rentrer dans une espèce de j'en ai marre, c'est que tu as too much, stop. T'arrêtes, Osé Shalom Imomab, laisse-le faire lui le Shalom. Laisse-lui t'envoyer ta Hashlama. Laisse-lui de la place. Hachem, moi j'ai fait ma part, à toi de faire la tienne. Moi je me suis incontisée avec des chatragnottes, je suis allée à des shabbats organisés,
J'ai parlé un petit peu à tout le monde. Je suis partie au Tzadik de Yavnia, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Rav Chic. Je suis partie 2 fois. C'est le Rav qui a enterré à Yavnia à côté de Tibériade. Vous savez, les petites rovérettes Breslev qui distribuent dans la rue là. Tieh Bessimcha, sois heureuse. Exactement. Il a promis, avant de quitter ce monde, c'est un contemporain, il est mort il n'y a pas longtemps, il a promis que celui qui irait sur son kéver et qui lirait tout le Sefer Teilim Beretsef en une fois, qui secourait le ciel et la terre et lui trouverait son zivouk. Moi, je suis partie l'année dernière à Hanouka et j'avais marqué à la 8e bougie, Bezrat Hashem Hanouka à bas, je serai avec mon mari en train d'allumer la Hanouka. Je l'ai fait en entier. Une semaine après, ma fille, Naomi et ma nièce Naomi m'ont dit, maman, tu veux pas qu'on aille ensemble? Je suis retournée et j'ai relu. Et Baruch Hashem, on s'est rencontrés en juillet. D'accord? Alors, Uda qui me dit, ouais, j'ai fait toutes les sgoulottes, le Hamouka, Rabbi Nathan Manouziel, le Kevar Achad, j'ai fait 40 jours d'Ishmael, je l'ai fait un Ishmael Kolchai. J'ai prié pendant 40 jours pour une personne que je ne connaissais pas. C'est aussi un truc que j'ai fait, c'est vous prier pour quelqu'un, pas pour vous. Vous prenez une personne que vous ne connaissez pas, par exemple, vous pouvez faire ça, de dire, voilà, moi je prie pour toi, toi tu pries pour moi. 40 jours d'affilée, on a fait Perek Shira, et on a prié pour cette personne-là. Et Baruch Hashem, il y a eu des mariages. Après, voilà, les sgoulottes, c'est rak mesougal. C'est pas parce que tu fais ta sgoula qu'Hachem il est obligé de te donner ce que tu veux. Un autre point qui est très important, Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas ce qu'on veut, il nous donne ce qu'on a besoin pour grandir. D'ailleurs, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, tu veux lâcher? Vas-y. Non, vas-y. Pour compléter et pour presque conclure, je voulais me poser une question, qu'on se pose une question tous ensemble d'abord. Se marier, pourquoi? Pourquoi faire? À quoi ça sert le mariage, mes frères? Pour construire. Est-ce que je peux construire en dehors du mariage? Je ne peux pas. Je connais plein de gens qui construisent en dehors du mariage. Comment? Se construire. Mais il faut absolument passer sous la choupa pour se construire. Alors, c'est la question. Pourquoi se marier? Comment? Pour construire à 2. Mais est-ce qu'on peut construire à 2 en dehors du mariage? On peut pas? Le mariage, c'est Une acheter une, ok. Il y a d'autres qui ont une réponse? Pourquoi se marier? Pour être... Oh, ok. Très bien. En fait, c'est Hachem lui-même qui dit. Hachem lui-même dans la Torah, il dit L'otov Adam Liot Levado. Ça veut dire que. Alors, en plus, Hachem, il donne son avis, on dirait. Hein. Il sait mieux que nous. Vous voyez, il nous a construit, il nous a créé. Il dit c'est pas bien qu'un homme il soit seul. Pas qu'un Ben Adam il soit seul. Ça veut dire que même si toi tu penses que tu es mieux seul que accompagné, comme a dit la Rabbani tout à l'heure, que c'est avoir des problèmes que j'aurais jamais eu tout seul. Mais c'est aussi beaucoup de bonheur à partager que j'aurais jamais eu à avoir, j'aurais eu tout seul aussi. C'est l'un ou l'autre. Mais Hachem lui dit non, c'est que du bien. Se marier, un homme seul ne peut pas trouver le tov. Quand je dis homme, c'est H, un grand H. C'est l'humain, c'est Ben Adam. Alors la question c'est comment arriver à ce bonheur-là, puisqu'il est semé d'embûches, ce bonheur-là. On voit plein autour de nous, plein de gens qui, sauf Kolsov, ne vivent pas heureux leur mariage, même terminent par des divorces des fois. Là-dessus, je voulais juste rebondir sur 2 éléments que la rabbinite a dit concernant le regard, sur l'attraction qu'on a. Souvent, il y a des gens qui attirent très très souvent le même profil. Toujours, très très souvent, on attire le même profil en permanence. D'où ça vient? D'où ça vient cette, entre guillemets, loi d'attraction qui fait qu'à chaque fois, on a les mêmes gens, les mêmes caractères de personnes qui s'attachent à nous. Alors très souvent, ça vient de nous, en fait. Il faut comprendre que le regard qu'on porte sur nous-mêmes, en fait, attire certaines personnes qui ont en rapport avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'on crée notre matzav, c'est-à-dire notre regard, notre vision des choses, crée ces choses-là qui font qu'on les attire immanquablement. Quand on se marie, alors il y a notre regard qui reste quand même ce qui est le nôtre,
et le regard de notre conjoint. Donc il y a une sorte de complémentarité des regards. On va se croiser, nos regards ils vont se croiser. L'intérêt, c'est que le regard qui vont se croiser vont participer à la perfection individuelle qui vont être amenés à nous amener à avoir une complémentarité et amener peu à peu à la perfection du couple, à une seule entité. On n'est plus homme et femme, on est un couple, on est une unité, une entité. Et le Rav Pinkus, il explique ça très bien sur l'histoire des Tarbout. Le Tarbout, c'est la culture. Est-ce que le Ham Israël, il a une culture? Est-ce que l'Am Israël a une culture? Est-ce que la France, elle a une culture? Je vais passer par les autres. Est-ce qu'un Français, il a une culture? Est-ce que la France, elle a une culture? Oui, elle a une culture. Bien sûr, la France, elle a une culture. La France a une culture gastronomique. La France a une culture, je sais pas moi, musicale. Elle a une culture scientifique. Culture. Ok? Est-ce que les Russes, ils ont une culture? Oui. Oui. J'allais même plus loin. Le faciès des gens, il fait qu'on reconnaît qu'il est russe. On reconnaît qu'il est français. Ça arrive à tout le monde ici, non? Hein? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'arrive dans un carrefour, il y a un feu rouge, ok? Il y a un type qui demande tzedaka, et il me dit, tu peux me donner tzedaka? Il me parle en français. Je lui dis, mais d'où t'as vu que je suis français? Il me dit, mais ça se voit. Il me fait comme ça. Il me dit, ça se voit. Ok? On voit quand on est français. Vous inquiétez pas. Quand vous venez, vous descendez à l'aéroport, vous arrivez à l'aéroport, les taxis et tout ça, ils voient tout de suite que vous êtes français. Tout de suite. Et donc, il y a même le faciès. Comment ça se fait que les juifs français ressemblent à des Français? Comment ça se fait que les juifs russes ne ressemblent pas à des juifs français? Ressemblent à des juifs russes? Ouais. Et parce que le seul peuple qui n'a pas de culture et qui absorbe la culture de l'autre, ouais, c'est Bnei Israël, c'est les juifs. Tous les peuples ont une culture, sauf nous. Nous n'avons pas de culture. Ok, je termine. Parce qu'il paraît qu'il y a autre chose derrière. D'accord. Le speech dating. Je sais, mais j'ai dit speech. Le speech dating. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a une influence vers laquelle, de la personne vers laquelle je me tourne. Si je me tourne toujours vers Akadosh Baruch Hu, alors je suis influencé par Akadosh Baruch Hu. Si je me tourne vers mon épouse, je suis influencé par mon épouse. Mon épouse, l'épouse est influencée par son époux si elle ne voit que son époux. Et donc il y a une certaine complémentarité qui fait que on se ressemble au fur et à mesure qu'on vit ensemble. Et donc ce bonheur partagé là se fait immanquablement par le temps passé ensemble. Et donc ça ne se fait pas tout de suite. Comme a dit la rabbinite, ça demande beaucoup de ishtadlout, beaucoup d'action, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, être à l'écoute de l'autre, se sentir concerné par les problèmes de l'autre, et également agir pour l'autre, et en agissant pour l'autre, j'agis immanquablement pour moi-même. C'est ma conclusion. Alors voilà, on va conclure parce qu'il y a le speed dating, c'est quand même aussi le but. Alors déjà, il y a une chose aussi qui est très importante. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est de se dire toute la journée, Hachem anirouya ou aniraoui, les kabel et banana machitov bishvili. Je suis digne de recevoir ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je sais que tu m'as réservé quelqu'un, et Bezrat Hachem, je sais que tu vas me le donner. Moi, j'ai une cousine, elle s'est mariée relativement tard, elle en fait plus. Ce qu'elle a fait, elle s'est préparée une carte d'invitation, et je rigole pas, hein, c'est ma cousine première main. Elle s'est préparée une carte d'invitation en disant... par exemple, Charlotte, 3 points, elle s'appelle pas Charlotte, 3 points, se marie le 13 juillet dans telle salle avec, et elle a laissé 3 points parce qu'elle n'avait pas de ratane. Elle avait déjà 33 ans, vraiment elle en avait marre, elle a fait les séminaires, les trucs. Et elle a rencontré son mari, elle s'est mariée le 13 juillet dans la salle où elle avait prévu de se marier. Alors je dis pas que il faut provoquer le mazal. Il faut faire un moment, il faut devoir faire quelque chose et se dire tous les matins en se levant et tous les soirs avant de dormir, Hachem, je sais que tu m'as réservé la personne qui est le plus matine pour moi. Maintenant, aussi une chose très importante, se défaire du stress de la société. La société, elle nous fait beaucoup de pression. Il faut répondre aux besoins de la société.
le prince charmant sur le cheval blanc. Je vous rassure tout de suite, il n'existe pas. Les demandes en mariage aujourd'hui qui sont faites de je sais pas quoi. Tu m'as dit que c'était moi. Oui, mais bon. Voilà, après, tu as ton prince charmant. Mais il n'existe pas le truc que tu attends, que tous les trucs qu'on a vus sur les films, les Walt Disney et les films romantiques et les je sais pas quoi. Il y a votre histoire. Vous allez créer votre propre histoire. Il faut y croire Bezrat Hachem. Et Hachem, il va nous envoyer, il va vous envoyer exactement ce qu'il a besoin. Amen. Avant de finir, est-ce que vous avez des questions? Avant de commencer le speed dating, est-ce que vous avez des questions? Personne n'a de questions? Ok, alors On a Rivka, quelques Horaots. ok, alors juste avant de terminer, je termine, tu veux dire quelque chose sur Ouais. Facebook? Vas-y, je vais Tu faire. veux Sur Facebook. Ok, en tout cas, pour celles qui sont intéressées ou ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un livre en retraçant tout mon parcours. C'est autobiographique, c'est du développement personnel à travers la Torah. Ça s'appelle Je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Je raconte mon premier mariage avec mes enfants, ma Lia. Il y a beaucoup des doutes avec, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour aussi. Et comment je fais rentrer Hachem justement dans ma vie. Donc toutes celles qui sont intéressées, en tout cas, il est là, il est en vente. Et j'ai des livres aussi de Emouna sur pensée positive, pour celles qui voudront après. Rivka, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je suis en Facebook là. Sur Facebook, non. Non, ok, alors à bientôt.